L'État malien ouvre une enquête contre des présumés chefs terroristes et des séparatistes touaregs. On en sait plus en début de journal. Plus de 500 cas de dengue ont été enregistrés au Mali à la date du 29 novembre 2023. Une conférence de presse a été organisée par le ministère de la Santé et du Développement social afin d'informer la population sur les risques de propagation. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, après la remise de son rapport 2022 au président de la transition, a transmis 23 dossiers à la justice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Après la reprise de Kidal des mains des groupes armés, le procureur général près la cour d'appel de Bamako a ouvert une enquête pour terrorisme contre plusieurs individus, dont Iyad Agali, Bilal Ag Sherif ou encore Al-Gabas Ag Intala. Paul Yapinguesson. Les principaux chefs terroristes visés par cette enquête sont Iyad Agali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JIM, et Amadou Bari, dit Amadou Koufa, chef de la Katiba Massina. Ces deux hommes sont affiliés à Al-Qaïda et sont connus pour leur activité terrorisme au Mali. D'autres membres de groupes terroristes, tels que Hussein Oud Goulan et Afashagid Ag Bouhadad, sont également concernés par cette enquête. En plus des leaders terroristes, l'enquête vise également 6 responsables séparatistes touaregs qui ont repris les armes contre l'État central malien, en violation de l'accord de paix signé en 2015. Parmi eux figurent Al-Gabas Ag Intala, Bilal Ag Sherif, Ibrahim Ould Handa, Fahad Ag Al-Mahmoud, Hamoun Ould Ali et Mohamed Ag Najim. L'enquête vise à permettre que les auteurs présumés de ces faits et leurs complices répondent de leurs actes devant la justice. Selon le parquet, l'exploitation des renseignements qui lui sont parvenus fait apparaître la constitution entre certains individus d'une association ayant pour but de semer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image de l'armée malienne. Il cite des faits d'une extrême gravité qui sont susceptibles de constituer des infractions présumées d'association de malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions et de complicité de ces mêmes faits. De tels agissements, selon lui, sont susceptibles de provoquer des victimes civiles et militaires. L'intensification des confrontations militaires dans le nord du pays depuis août a poussé la justice malienne à agir et à ouvrir cette enquête. La décision de rompre la coopération militaire historique avec la France et de se tourner vers la Russie a également contribué à cette situation complexe. L'enjeu de la préservation de l'unité nationale est crucial pour le Mali et la lutte contre le terrorisme reste une priorité absolue. En conclusion, l'ouverture de cette enquête au Mali contre des leaders terroristes et membres signataires de l'accord de paix de 2015 souligne l'importance de la lutte contre le terrorisme dans le pays. En poursuivant les responsables de ces actes terroristes, le Mali cherche à rétablir la sécurité et la stabilité dans le nord du pays. Il est essentiel de mettre fin aux activités terroristes et de préserver l'unité nationale pour garantir un avenir meilleur pour le Mali et sa population. Après la récupération de la ville de Kidal aux mains des groupes armés et la nomination des nouveaux gouverneurs, les premiers convois de militaires de la police et de la protection civile sont rentrés dans la ville. Environ 200 éléments composent ces contingents. L'objectif de l'arrivée de cette première vague est de renforcer l'effectif de l'armée malienne et contribuer au maintien de l'ordre dans la ville. Elle n'entend ménager aucun effort pour protéger les populations et leurs biens. Ce processus permettra aussi le retour dans la ville de la gendarmerie nationale, l'administration nationale, la garde nationale ainsi que tous les services sociaux de base de Kidal. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a remis son rapport 2022 au chef de l'État. Juste après, 23 dossiers ont été transmis à la justice. Azetoumani Koulibaly pour les détails. Quelques jours après la publication du rapport du bureau du vérificateur général, c'est au tour de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite de remettre au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, son rapport annuel au titre de l'exercice 2022. Dans le dit rapport de près de 130 pages, il est précisé que de 2019 à 2022, l'OCLEI a transmis à la justice 23 dossiers de cas présumés d'enrichissement illicite. Dans le rapport, un premier dossier concerne un chef de poste de péage et de paysage dont le conseil de l'OCLEI a autorisé le 9 mai 2021 l'ouverture d'une enquête pour présomption d'enrichissement illicite concernant un chef de poste de péage et de paysage.
Au cours de son enquête, il ressort que l'intéressé avait reçu sur ses comptes bancaires et Orange Money 14 662 956 francs CFA par année, soit 1 221 913 francs CFA par mois, alors que ses revenus légitimes moyens s'élèvent à 329 312 francs CFA par mois. Idem pour un second chef de poste de péage et de pesage. Le montant total des entrées sur les comptes bancaires et Orange Money des deux agents concernés présumés auteurs d'enrichissement illicite s'élève à 298 852 674 francs CFA. Dans la même période, les revenus légitimes s'élèvent à 60 287 834 francs CFA, pour un montant non justifié devant l'OCLEI s'élevant à 238 564 800 francs CFA. Par ailleurs, l'Office anticorruption a transmis 23 dossiers à la justice pour un montant total de 23 855 millions de francs CFA, soit plus d'1 million de francs CFA par dossier en moyenne. Ces dossiers ont permis d'identifier 503 biens immobiliers présumés acquis de manière illicite. Selon l'Office anticorruption, les personnes impliquées dans ces affaires proviennent de diverses catégories socio-professionnelles, notamment le gouvernement, les élus, l'administration générale, les administrations financières, la justice, l'armée, les affaires étrangères, les établissements publics. L'Office a également réalisé une analyse en 2022 portant sur les subventions accordées par l'État aux établissements privés de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel au Mali, sur la période de 2017 à 2021. Cette analyse a révélé que l'État verse chaque année une somme moyenne de 49 600 millions de francs CFA aux écoles privées. Il est souligné que ce montant serait suffisant pour construire et faire fonctionner annuellement 80 nouveaux lycées. De plus, l'analyse a révélé que plus de 1000 écoles fonctionnent avec des arrêtés présumés faux, ce qui indique des dysfonctionnements alarmants dans le secteur de l'éducation nationale. Ce rapport annuel remis aux autorités met en évidence les résultats significatifs obtenus en termes de prévention, de répression et de promotion de la collaboration interservices et de la coopération internationale. L'Office malien de l'habitat va procéder très bientôt à l'expulsion systématique de tous les non-payeurs bénéficiaires des logements sociaux. C'est ce qu'indiquent les responsables de la structure. Paul Yapinguesson. Cette décision de l'Office malien de l'habitat, OMH, fait suite à plusieurs démarches sans suite favorable auprès de ses bénéficiaires des logements sociaux. Pour son directeur général, Issa Seydou Sissoko, ces impayés chroniques constatés depuis longtemps obligent l'OMH à appliquer les tests. On a fait des lettres et ensuite on est passé par des huissiers pour informer ses bénéficiaires. Et c'est pour quand même réparer une injustice car il y a beaucoup de Maliens qui attendent. Vous savez, en 2018, il y avait près de 30 000 demandeurs de logement social. Il n'y a pas de délai. Dès que nous serions prêts, nous allons exécuter. Ceux qui seront expulsés des logements, il ne faut pas qu'ils croient que ça c'est de l'argent que nous allons abandonner. C'est de l'argent que nous allons récupérer par des voies appropriées. Le regroupement des bénéficiaires des logements sociaux reconnaît l'existence de ces non-payeurs mais demande la clémence de l'OMH. Son de cloches différents pour Fousseni Mariko, président de la coalition d'action citoyenne pour la défense du droit au logement. Nous accueillons cette information avec joie et nous les encourageons à aller vite dans ce sens pour sauver le programme des logements sociaux. Parce que depuis 2019, nous avons constaté qu'il y a des gens qui sont à 120 mois d'impayés. 120 mois d'impayés qui équivaut environ à 10 ans. Ils n'ont pas payé un mois pour la location. Et il y a des gens qui sont à 56 mois d'impayés. Donc, or, l'État ne fabrique pas d'argent. L'État prend de l'argent avec les investisseurs. L'État prend de l'argent en crédit dans les banques. Et en retour, il doit rembourser ces institutions-là. Si les bénéficiaires des logements sociaux ne paient pas les logements, donc le programme va tomber dans l'eau. Si dans le contrat que signent les bénéficiaires, ils s'engagent à ne pas accuser de retard dans le paiement de la mensualité, sous peine de se voir retirer le logement, des bénéficiaires rusent pour ne pas s'acquitter de leur paiement, malgré qu'ils aient mis le logement en location. Pour la majorité, c'est fait exprès. Parce que selon nos constats, il y a des bénéficiaires de logements sociaux qui mettent leurs logements sociaux en location.
La mensualité, ça fait 44 000. Ils mettent les logements sociaux en location à 100 000 francs. Donc, ils prennent l'argent avec les locataires et ils ne versent même pas la part de l'État. Les revenus générés par les paiements mensuels des logements sociaux permettent de financer de nouveaux projets de logement pour répondre à la forte demande. Le directeur de l'OMH a indiqué que cette opération d'expulsion va concerner un grand nombre de bénéficiaires de logements sociaux. Parlons santé. À la date du 29 novembre 2023, c'est un total de plus de 500 cas de dengue qui sont enregistrés au Mali. C'est la quintessence de la conférence de presse organisée ce mercredi 29 novembre par le ministère de la Santé et du Développement social, Djenaba Samaki. Cette conférence avait également pour but d'informer la population sur l'évolution, les symptômes et les méthodes de prévention contre la dengue. Cette maladie virale transmise par les moustiques Aedes infectés est en nette progression, selon un dernier bilan avancé par le ministère de la Santé et du Développement social. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 cas positifs enregistrés par le service de santé. Et parmi ces cas, nous avons aussi un certain nombre de malades qui sont décédés. Aujourd'hui, les tests continuent pour certains qui sont décédés, mais les chiffres vont évoluer certainement dans les jours à venir parce qu'il y a d'autres malades qui sont arrivés. Et le temps de confirmer, vous avez un cadavre sous la main. Donc, c'est des situations très déplaisantes pour nos services. Les manifestations cliniques de cette maladie sont diverses. Par ailleurs, il y a des cas symptomatiques qui peuvent être des cas simples. Une forte fièvre, des maux de tête, des courbatures, des éruptions cutanées, des douleurs musculaires et articulaires notamment, le plus souvent confondues avec le paludisme. 4 types de dengue ont été identifiés chez l'homme, à savoir la dengue 1, 2, 3 et 4. Cependant, il y a un 5e qui n'a pas encore fait son apparition chez l'homme. C'est une maladie transmissible par les moustiques Aedes, mais ce n'est pas une maladie contagieuse. Voilà. Donc, une fois que la maladie vous est transmise, ce n'est pas le même jour que vous allez développer les signes. Il faut que le virus trouve un peu de temps pour se positionner, se multiplier, commencer l'agression de votre organisme. Et quand l'agression de l'organisme commence, vous allez commencer à avoir des signes. Selon les chargés de communication de l'OMS Mali, pour prévenir ou sensibiliser la population sur cette maladie, il faut forcément communiquer. En ce sens, selon lui, un plan de communication a été élaboré en accord avec des partenaires techniques et financiers afin de mener des actions de sensibilisation, des caravanes dans des districts sanitaires et des engagements communautaires pour informer davantage la population sur la gravité de cette maladie de dengue. Du 30 novembre au 12 décembre 2023, Dubaï accueille la COP28. 80 000 participants y sont attendus selon les organisateurs. Cette année, il sera entre autres question du bilan de la mise en œuvre des accords de Paris lors de la COP21, du financement de la transition écologique, du fonds pertes et dommages et de la fin des subventions des énergies fossiles et du développement des énergies renouvelables. Pour le pays hôte, de grands projets ambitieux devraient voir le jour à l'issue de la réunion. Plus de détails à suivre dans nos prochaines éditions. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même chaîne. Bonsoir à tous.